Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Nous sommes des militants libertaires, défendant les principes de la démocratie directe, de l'athéisme, du féminisme universaliste ou encore de l'internationalisme. Ces engagements, ces convictions ne sont pas des idéologies, à l'opposé de tous ceux qui, de plus en plus, enferment et galvaudent les idées d'émancipation sociale et individuelle. Nous nous réclamons de l'héritage européen des Lumières et des mouvements ouvriers. Nous nous revendiquons donc de la discussion authentique, de la recherche de la vérité et de l'attention à la réalité. Nous prenons l'intelligence où elle se trouve. Quel que soit leur camp, quel que soit leur grade ou leur éclat, invitant ceux qui nous semblent les faire vivre au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétiques, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Sonia Zadig, l'individu en islam et en Occident, deuxième partie. Vous avez utilisé tout à l'heure le terme de l'Occident, kefr, les koufars. C'est un Occident impie. Il y a une partie de réalité dans ce que décrivent les islamistes. Lorsqu'ils décrivent l'Occident, l'Europe, la France, comme des terres de dépravation, c'est pas entièrement faux. Depuis des décennies maintenant, l'Occident est devenu bien autre chose qu'une terre de liberté, c'est devenu aussi une terre de réelle débauche, de débauche même intellectuelle, hein, de n'importe quoi, où on fait exploser toutes les limites les unes après les autres. Et on se retrouve dans une dichotomie entre une hétéronomie religieuse d'un côté et une anomie de l'autre. Et ce qui se voit notamment chez beaucoup d'apostats qui quittent en réalité l'islam pour tomber dans les délices de la consommation, de la consommation des corps, de la consommation des biens, dans la recherche, dans l'accumulation d'argent, et qui ne recoupe pas du tout un projet d'émancipation. Est-ce que l'Occident, tel qu'il est aujourd'hui, et particulièrement l'Occident qui se wokise de plus en plus, n'est pas devenu un réel repoussoir pour les musulmans qui seraient tentés par l'émancipation? J'ajouterais où la discussion rationnelle devient un péché quasiment, une impossibilité. Tout comme dans l'islam, la discussion rationnelle n'est pas possible. Alors, votre question va certainement m'ouvrir sur énormément d'autres questionnements, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que la question appelle une autre question et pas une réponse forcément. L'apostat qui sortirait de l'islam uniquement pour profiter de la culture dépravée ou dite dépravée, je n'y crois pas et j'ose espérer, j'ose penser qu'on ne prend pas tout ce risque de justement se faire une peau, en fait, hein, muet. Sortir de l'islam, ce n'est pas chose aisée. Et mon histoire personnelle et celle de beaucoup d'autres, hein, on ne peut pas, hein, parce que c'est quand même une transmutation, c'est quand même une assomption subjective, c'est quand même, pour moi, ça a été pendant des années et des années un combat de chaque jour, hein. Donc sortir de ça, on n'a pas besoin de sortir de l'islam pour s'autoriser. Il y a beaucoup de gens qui s'autorisent l'alcool, qui s'autorisent les femmes, etc. Il suffit de faire acte de contrition et de faire un pèlerinage à la Mecque à 60 ans pour que tous vos péchés soient lavés. Je ne pense pas qu'il faille réduire ou dire que l'apostasie, c'est juste pour ça. Bien. Alors, on va parler d'un sujet qui, justement, qui nous réunit aujourd'hui et qui est celui de la collision de l'islam avec l'Occident d'aujourd'hui et cet intérêt ou cette séduction qu'ont beaucoup de gens pour l'islam. Je vais faire un détour par la psychanalyse, hein, puisque c'est ma grille de lecture principale. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans nos cabinets? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans la société moderne? Nous sommes passés d'une culture qui était basée sur le refoulement des désirs, et donc en fait la névrose, hein, telle que décrite par Freud, en Occident, à une autre qui recommande leur libre expression. Voilà, je crois qu'on va partir de là, la libre expression de tous les désirs, et donc qui promeut, au sens stricto sensu du terme, la perversion. Nous sommes donc
passer d'une économie psychique fondée sur le refoulement, c'est-à-dire sur l'inhibition, sur le manque, sur la perte, à quelque chose où tout est permis, en fait. On est passé du « si Dieu est mort » de Dostoïevski, alors tout est permis, à « si Dieu est mort » d'Hannah Arendt, alors tout est possible. Et nous sommes aujourd'hui, et c'est ça le problème peut-être, sûrement, à quelque chose comme ça, d'une déliquescence où tout est possible. C'est-à-dire qu'on n'est plus aujourd'hui, on n'est plus en harmonie avec un idéal, mais avec un objet de satisfaction. C'est ça la nouvelle donne. On est, voilà. La morale nouvelle, en fait, c'est une nouvelle façon de penser, c'est une nouvelle façon de manger, c'est une nouvelle façon de baiser, c'est une nouvelle façon de voir la famille, le couple, la patrie, etc., etc. Ou de ne plus les voir. Alors, ça, je vais y arriver. Donc, en fait, le progrès, justement, de la modernité, a été de découvrir que le ciel est vide. Ça, c'est du progrès, bien entendu. Que, donc, aussi bien de Dieu, il est vide de Dieu, et il est vide aussi d'idéologie. Il n'est pas juste vide de Dieu, de promesses. Hein. Et que les individus ont à se déterminer singulièrement et collectivement. C'est ça, on est d'accord sur ça, la modernité. Par exemple, si on voit les 2 derniers siècles, c'est ceux des grands investissements, des inventions. Hilbert en mathématiques, Gödel en logique, Marx en politique, Freud en psychanalyse. Donc notre siècle a été celui de leur levée. Il n'y a plus donc d'impossible. Il n'y a plus d'impossible, comme disait Hannah Arendt. On est passé à tout est possible. Bon. Donc, on va revenir là-dessus, mais comme d'habitude, les moralistes ont été les instigateurs, hein, on peut les nommer, Foucault, Althusser, Barthes, Deleuze. Qu'ont-ils en commun, sinon de proclamer le droit, non plus au bonheur, mais à la jouissance. Et voilà, on va revenir un petit peu sur le discours de la science. Le discours de la science, en tout cas le discours de la science, a suivi, et c'est-à-dire qu'il a dérobé à Dieu le pouvoir de la médecine, de la science. Il a dérobé à Dieu son pouvoir. Et il a pris le discours de la science, a pris une place tellement prépondérante qu'en effet, il a rendu ce fantasme du tout est possible, ce fantasme d'immortalité, la non-acceptation généralisée aujourd'hui de la finitude, il l'a rendu possible. Voilà. C'est-à-dire, d'une certaine façon, pour rester dans le discours psychologique et pour citer Charles Mellman, que j'aime bien, on assiste à une liquidation collective du transfert, c'est-à-dire ce lien affectif bien repéré par Freud. Qu'est-ce à dire ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de transfert sur un supposé savoir. Il n'y a plus ni autorité, ni référence, ni non plus au savoir qui tiennent. Il n'y a rien qui tient, plus rien ne tient. C'est-à-dire qu'on est passé à une gestion, à quelque chose de gestionnaire qui est généralisé, et à une hégémonie des pratiques. Sonia Zadig, vous êtes donc psychanalyste clinicienne et nous parlons là par exemple de l'économie psychique, de la mentalité, on peut dire du psychisme. Nous comparons les psychismes de l'occidental moyen aujourd'hui et de la mentalité du musulman moyen d'aujourd'hui. Du côté de la modernité, on a plutôt l'impression d'être entré dans une post-modernité, alors que du côté musulman, on est vraiment, de manière très caricaturale, dans une pré-modernité. Mais ça recoupe un peu l'analyse de Marcel Gauchet dans un très bon article qu'il a écrit dans les années 80, Essai de psychologie contemporaine, où il décrit les 3 âges de la personnalité. Le premier étant la personnalité traditionnelle, qui en gros n'a pas l'inconscient. L'inconscient est assumé par la collectivité. La névrose est collective, c'est le regard freudien. C'est la religion qui prend en charge l'angoisse de l'individu, où il n'y a pas d'individu au sens propre. Deuxième âge de la personnalité, l'individu émerge avec un libre arbitre. C'est l'âge moderne, proprement dit. Et le troisième âge, aujourd'hui, qui était anticipé par Yesman aussi dans La foule solitaire, une personnalité qui est dirigée par le regard des autres.
Voilà. Une personnalité qui est postmoderne, en quelque sorte. Est-ce que on n'est pas aujourd'hui en train d'assister à non pas la confrontation, mais la collision, c'était votre terme, entre la première des personnalités, la personnalité qui est prémoderne, musulmane, où l'angoisse est confiée à la collectivité, et la troisième personnalité, qui est postmoderne, en phase de désagrégation, sans aucun repère anthropologique. Et entre les deux, nous, en quelque sorte, les personnalités modernes, qui nous trouvons complètement dépassés par l'évolution des choses. Alors, j'avais commencé justement par le postulat le plus important, c'est de dire que voilà, le progrès, ça a été de découvrir que le ciel était vide. Bien. Et que mettre à la place de ce ciel vide? Donc il y a une assumption de la subjectivité, de la responsabilité de chacun et des choix de chacun d'advenir en tant que sujet. Sauf que, en effet, avec tout ce qu'on s'était dit tout à l'heure sur une déconstruction de tout, il y a comme un... Donc on est passé de l'ère du tout est permis à où tout est possible, ce qui a engendré un effacement de la limite. C'est ce qu'on voit, et c'est ce que je vois en tout cas dans mon cabinet, dans ma clinique quotidienne, parce que l'effacement de la limite, parce qu'il n'y a pas d'acceptation du manque, ni de la perte. Le manque, c'est ce qui fait de nous des sujets. On peut pas, voilà, on se construit autour d'un manque, un manque constitutif, un manque originel, qui est celui de la mère, d'être sorti d'un autre. Et petit à petit, il va falloir quand même se construire en tant que sujet et assumer sa responsabilité. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit aujourd'hui quand même une perte totale de repères, c'est le cas de le dire, père. Le père est devenu une mère, puisque aujourd'hui on octroie, et c'est très très bien, un congé paternité d'un mois, etc. Mais les hommes ont été chassés depuis le Moyen-Âge des endroits féminins. Aujourd'hui, ils sont quand même dans la préparation de l'accouchement, nous sommes enceintes. Moi, je l'entends dans mon cabinet. Non, elle est enceinte. Non, nous sommes enceintes. Voilà, il y a quelque chose du père, de la figure du père qui a fait faillite. Et je crois que moi, je vais partir de là, c'est-à-dire que il y a dans cette faillite du père, qu'est-ce que ça veut dire faillite du père? Non pas de l'autorité ou de la loi, en tout cas pas uniquement, mais de quelque chose qui ferait tiers entre la mère et son enfant. Parce que sinon, c'est la psychose totale, quoi. Lacan disait que le père était le bâton qu'on mettait dans la gueule du crocodile pour pas qu'il avale sa progéniture. Et aujourd'hui, on assiste quand même avec ces néo-féministes, non pas à une égalité homme-femme, mais plutôt à quelque chose d'un avalement ou d'une phagocytose de la femme et de la mère aussi. Est-ce que vous parleriez de matriarcat? Pas encore, je ne parlerai pas de matriarcat encore. Non, pas dans ce sens-là, mais je vais y venir. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la figure du père fait faillite ? Il y a des explosions religieuses, voilà, ou nationalistes qui s'expriment devant la destitution de ce père, de sorte que la vocation des fils qu'on voit aujourd'hui, c'est une tentative de le restituer à une place. Une figure sous une forme consistante, voire barbare. Et c'est là que l'islam arrive, sur ce terreau-là, d'un manque identitaire, justement, d'une trop grande soi-disant liberté, alors que, nous, en psychanalyse, on ne parle jamais de liberté. On parle plutôt de sujet, mais pas de la liberté au sens sartrien du terme, pas du tout comme ça, ni d'ailleurs d'inconscient collectif. Il n'y a pas d'inconscient pour nous. En tout cas, Freud n'a jamais parlé d'inconscient collectif. D'ailleurs, la dissension avec Jung a été là-dessus. Voilà. Et donc, puisque dans ce vide du ciel, dans ce vide identitaire, dans cette faillite du père et dans cette faillite aussi de la loi, et dans la jouissance à tout prix, la perversion généralisée, l'islam
l'islam arrive. Et l'islam, en effet, société traditionnaliste, où il y a comme ça une solidarité, ou en tout cas un corps à corps solidaire, où on est dans une fraternité, et on est tous tournés vers Dieu, vers Allah. La réponse peut être très séduisante pour certains fils ou certains jeunes et certains musulmans, parce que l'islam n'était pas comme ça, en tout cas celui que j'ai connu moi, petite dans les années 70 en Tunisie, c'était pas aussi radical. Hein. Il y avait possibilité d'une respiration. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Voilà. Donc, dans l'islam, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une conjonction dans l'islam entre le lien d'autorité et le lien du sacré. C'est un lien qui va de soi dans l'islam. Et je vais donc vous répondre en vous posant une question. Dans cette modernité où le ciel est vide, où le sujet doit assumer sa liberté, il n'a pas le choix que d'être libre. Comment vous expliquer aujourd'hui que l'islam devienne, en tout cas, le vadémécum, en tout cas la façon de vivre que présente l'islam, ou que puisse intéresser, puisse séduire autant de jeunes aujourd'hui? Est-ce que l'homme est vraiment condamné à être libre? Est-ce qu'il peut en assumer Parce que c'est pas évident d'être libre. C'est pas évident de se réveiller tous les jours avec ce vide. Je pense qu'au fond, nous sommes d'accord. Je ne crois pas que l'homme est condamné à être libre. Je pense que l'être humain est un être de croyance, très profondément. Et que dans l'Occident qui a émergé à partir du XIIe siècle, hein, ça a duré des siècles l'émergence de l'Occident, la constitution d'un individu responsable, il y a eu la possibilité d'une liberté, justement, d'une autonomie, pour reprendre le terme de Castoriadis, autonomie individuelle et collective. La phrase de Dostoïevski que vous avez citée, reprise par Hannah Arendt, est très pertinente. Mais on peut répondre aussi, comme Castoriadis, si Dieu n'existe pas, nous sommes responsables, nous sommes enfin responsables. Et la disparition du père dont vous parlez, elle est constatée depuis longtemps, hein, effectivement. Le père n'est pas, le terme est quand même, c'est une image, hein. Il faut que ce soit clair pour les auditeurs. Hein. C'est pas le petit père des peuples, c'est pas le soviet suprême, c'est pas non plus Allah ou Mahomet. Le père, ça peut être la loi collective. Et pendant des siècles, au moins 3 ou 4 siècles en Occident, l'autorité n'a pas été sacralisée. Ou du moins, c'était une tension, notamment à travers la Révolution américaine, anglaise, française, etc. La loi est une responsabilité qui est collective. Nous sommes des adultes et nous faisons nos propres lois. Voilà, c'est le principe de l'autonomie. On établit nos propres déterminations et nous obéissons à cette loi-là. C'est pas parce que cette loi-là n'est pas sanctifiée, n'est pas sacralisée autonomie transcendante qu'elle ne doit pas être respectée. Au contraire. Parce que dans les religions, on a affaire à une tartufferie. C'est-à-dire que, vous l'avez très bien décrit, et vos livres en témoignent très très bien. Il y a une apparence de sacralité, d'orthodoxie, de sainteté, de droiture. En réalité, l'arrière-cour est dégueulasse. C'est dégueulasse ce qui se passe. On sait très bien ce qui s'est passé. Molière en a très bien parlé. La tartufferie est généralisée. Lorsque on décide ensemble de la loi, de l'organisation de la société, de la production, de nos valeurs, à quoi veut-on tendre collectivement, on peut d'autant plus la respecter qu'on la comprend et qu'on a participé à son élaboration. C'est ça, pour moi, la modernité. Et cette modernité est effectivement en déliquescence. Voilà. Alors, on pourrait discuter, ça sortirait peut-être du cadre de l'émission, de l'origine de cette déliquescence qui prend source un peu à moitié du XXe siècle, on va dire, entre les deux guerres. Il y a quelque chose qui a été brisé, effectivement, dans l'effort collectif de tendre à cette autonomie. Alors, d'origine occidentale et qui s'est répandue dans le monde entier. Est occidentale aujourd'hui n'importe qui se réclame de l'absence d'une transcendance, de l'absence d'un sacré, et qui se confronte à l'angoisse, au manque, à la mort, à la finitude dont vous avez parlé. Et aujourd'hui, on est dans, effectivement, autre chose. Malheureusement, on est pris dans une sorte de tenaille entre le wokisme d'un côté, hein, pour prendre un terme
peu symbolique, et l'islamisme de l'autre, quoi. Entre l'anomie, l'absence de normes, l'absence de lois, l'absence d'organisation, on tend à une indifférenciation, une sorte d'homogénéité, une sorte de fusion, de groupe en fusion, d'un côté, et de l'autre côté, au contraire, à une rigidité absolue, quoi. Je renvoie à un texte de Lieu commun, Wokisme et obscurantisme, où on décrit le wokisme comme la volonté de miner de l'Occident de l'intérieur au nom de ses propres valeurs. C'est-à-dire on utilise la liberté contre elle-même, on montre que la liberté pousse à son extrême, devient une absurdité. Et de l'autre côté, nous avons les obscurantistes, les racialistes, les islamistes, les communautaristes, qui proposent un ordre qui est clé en main, absolument incontestable. Voilà. Et l'autonomie moderne, occidentale, les Lumières, est pris en tenaille entre ces deux extrêmes. Et toute la difficulté aujourd'hui est d'arriver à faire vivre ça. Et psychiquement, donc c'est là où votre regard est très pertinent, psychiquement, les gens qui choisissent la voie de l'autonomie sont extrêmement isolés. Voilà, de plus en plus, et deviennent de plus en plus hérétiques. Voilà, d'où la fondation du podcast. Oui. Est-ce que vous pourriez nous décrire quelle est la mentalité traditionnelle d'un musulman aujourd'hui en Occident, en France, qui est confronté justement à cet effondrement? Qu'est-ce que vous avez en clinique? Qu'est-ce que les gens, les sujets musulmans, viennent chercher en thérapie? Alors, je réfléchis beaucoup à ces questions-là. J'ai peut-être 10% de ma patientèle qui est non seulement d'origine musulmane, mais musulmane, voire des femmes voilées, hein. Je vais faire des allers-retours et je vais rester toujours dans cette grille de lecture psychanalytique. On disait tout à l'heure qu'il y avait, justement une carence symbolique, une carence de la symbolisation. Parce que l'objet perdu, donc c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui fait qu'on puisse émerger comme sujet, c'est d'accepter que l'objet doit être perdu, pour que l'on puisse justement établir un lieu de la limite, hein, ça nous limite. Et qui est donc ce lieu de la limite est institué justement par la perte, par la réalisation qu'on a perdu ce paradis perdu et qu'on ne peut pas y revenir. La castration, en fait. Pas que la castration. Donc, s'il n'y a plus de limites aujourd'hui, justement avec ce discours de la science, s'il n'y a plus d'interdit et qu'il n'y a plus de désir, le désir n'est plus, comme disait Lacan, noué à la loi, le père devient forcément une figure anachronique. Donc, la réalisation, l'accès immédiat à l'objet équivaut à l'inceste. Équivaut aujourd'hui dans nos sociétés, je vais poser juste la question, mais je la laisse ouverte, sommes-nous devenus une société moderne, incestuelle, ou postmoderne, incestuelle? Et alors tout ça invite à quoi? Au retour de la figure paternelle dans l'islam. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas que l'islam soit une spiritualité. D'ailleurs, je vais vous citer, j'adore cette expression, l'islam est à la spiritualité ce que l'amour est à la pornographie. Il n'y a pas de spiritualité dans l'islam, il y a quelque chose clé en main. Je vais t'expliquer comment tu dois manger, comment tu dois vivre, comment tu dois te marier, comment tu dois parler à ton père, comment tu dois parler à ta mère, comment tu dois enfanter, comment tu dois même baiser, tout clé en main. Et la liberté, il n'y a pas de plus difficile, la subjectivation en tout cas, il n'y a pas de plus difficile que ça, d'assumer sa solitude radicale, parce qu'on est seul, voilà. C'est hyper compliqué. Et aujourd'hui, on voit un retour du magico-religieux. Mes propres patients me disent, tiens, avant de venir vous voir, je suis allé voir un rebouteux, je suis allé voir une cartomancienne, je suis allé voir un imam, même des gens qui ne sont absolument pas... Donc ils atterrissent ou ils échouent, pardonnez-moi l'expression, dans nos cabinets, après avoir épuisé toutes les tradithérapies et tout. Pourquoi ils vont voir une cartomancienne? Pour qu'elle leur dise... Voilà ce qui va se passer. Donc on part du principe que tout est écrit. Et donc si tout est écrit, il n'y a pas d'effort du sujet, il n'y a pas d'assomption du sujet. Et ça, c'est presque généralisé. Je veux dire, mais, quel que soit le niveau socioculturel de la personne. Moi, j'ai des patients qui ont fait énormément d'études, qui sont bac plus 10, bac plus 12, et qui ont été voir des gens qui se sont formés sur le tas
des énergéticiens, etc. Il y a un retour à la spiritualité, le moment présent. Il y a aussi le yoga, le bien-être. Ça devient presque un dogme, presque une injonction aujourd'hui d'être bien, de ne pas fumer, de bien manger, de faire du sport, de communiquer avec ses enfants, de tout dire à ses enfants. Voilà, il y a quand même un retour du religieux. Est-il jamais parti, ce religieux? Je n'en sais rien. C'est encore une question que je laisse ouverte, quoi. Après, et puis je vous laisserai me poser la question là-dessus. Non seulement l'islam a trouvé un terreau extrêmement fertile aujourd'hui dans un Occident en déliquescence, parce qu'il n'arrive pas à assumer ce qu'il est. Je crois que c'est plutôt ça. Mais en plus, notre liberté s'est faite au prix de ce qu'on appelle une aphanasis de la pensée. D'où aujourd'hui l'islamophobie. J'ai vu qu'il y avait un texte de l'ONU qui est apparu hier et qui condamne l'islamophobie. Et comme disait Brague, l'islamophobie est dangereuse pour la pensée. C'est le voile. Moi, je fais une grande différence entre le voile iranien ou le voile afghan et le voile français. Le voile français est un voile qui sépare les femmes et les hommes, qui sépare les citoyens et qui dit en deux mots, nous contre vous. C'est identitaire, hein. Voilà, on présente une identité et non pas une religion. Je ne crois pas que ce soit ça. Donc, il y a, avec cette islamophobie, un interdit sur la pensée. Et le voile, aujourd'hui, en tout cas en France, est un interdit sur la pensée. Dès que vous ouvrez la bouche, vous êtes islamophobe, vous êtes gérontophobe, vous êtes transphobe. Un petit garçon qui veut devenir une fille, tout de suite, il faut donner satisfaction. Une femme de 60 ans qui veut avoir un enfant, tout de suite, il faut lui peut-être donner satisfaction. Sinon, on ne répond pas aux désirs de chacun et on est gérontophobe, transphobe, c'est la cagophobe, voilà, c'est la cagophobe. Et donc avec une déliquescence quand même, aussi un changement radical dans la famille. Moi, je le vois aussi dans les couples. Le couple est devenu une entité juridique et commerciale, hein, rien d'autre. Le couple, par exemple, si les couples homo veulent se marier et avoir un enfant, alors que par définition c'est un couple stérile, et ben tout de suite il faut y répondre. Hein. Et c'est presque... si vous voulez changer de sexe, il faut absolument y répondre. Voilà. Et la psychanalyse, et je vais conclure là-dessus, la psychanalyse qui est très fortement défiée, challengée par les thérapies courtes, par les TCC. Voilà, c'est-à-dire que les gens viennent et ils me le disent souvent, mais en combien de temps allez-vous me guérir? J'en sais rien, ça dépend de vous, justement. Ah bon? Donc, voilà. Donc quand je ramène l'autre à sa responsabilité subjective, il n'y a plus personne. Et donc, en fait, la psychanalyse, c'est pas l'objet, mais le manque d'objet qui est organisateur pour elle, hein, et c'est organisateur de la spécificité humaine, et c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Et tout ça est en déliquescence aujourd'hui, et tout ça et donc l'islam est une réponse à cela. Juste pour revenir sur cette question de rapport à l'Occident du type anthropologique maghrébin, dans votre livre Soumise, vous avez une phrase aussi intéressante où vous parlez de vos parents qui, je cite, « regardaient l'Occident comme on regarde un idéal à atteindre ». Pour revenir aussi sur la question que vous posez, Quentin, sur le type anthropologique maghrébin, on voit très bien aussi dans votre ouvrage, quand vous décrivez la figure de votre père, qui est littéralement tiraillé et profondément travaillé, et sincèrement travaillé, je pense, entre sa culture, son attachement à sa musulmanité, à son statut d'homme, et toute sa virilité inculquée par sa société, et en même temps qui regarde vers cet Occident, dont il est imbibé aussi de plusieurs points de vue. Comment voyez-vous aujourd'hui la figure du Maghrébin qui est confronté à cette modernité et en même temps qui est dans une sorte de fascination-répulsion? Est-ce que, notamment chez vos analysés, vous sentez ça Alors, votre question appelle plusieurs réponses. Moi, j'ai assisté vraiment de l'intérieur à ce tiraillement de mon père entre un Occident qui le regardait avec une admiration totale, il n'y a pas un autre mot,
Et je ne sais pas s'il était... Il se disait athée, hein, mais c'est pour ça qu'on revient un peu sur la religion. Et la religion, moi, je pense que la religion musulmane est au-delà du dogme religieux et plutôt culturel. Il ne pouvait pas du tout, je pense, bouger de ça, de sa détermination, parce que c'était vraiment une détermination. Quoi, ma fille, elle va me déshonorer, etc. Bon, après, je vous dis, dans l'après-coup, moi, je pense que j'en suis là aujourd'hui parce que, grâce à eux. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai fait tout ce chemin pour, non pas me contredire, mais pour lire d'une manière assez complexe l'histoire qui fut la mienne et l'histoire avec mon père en particulier, qui m'a quand même... c'est aussi à cause de ce que vous voulez que j'en suis là aujourd'hui. Et je ne peux pas ne pas penser qu'à un moment ou à un autre, j'ai subi l'injonction de mes deux parents pour me détacher de l'islam. Mais d'une manière extrêmement détournée, extrêmement complexe. Mais j'en suis là aujourd'hui et voilà. Donc le prototype de l'homme musulman, je fais la différence bien entendu entre la figure de l'immigré en France et mes parents n'ont pas immigré. Moi, je suis pas, enfin, je suis une immigrée bien entendu, mais c'est une autre sorte d'immigration. Je suis venue chercher aussi les lumières de l'Occident. Je suis venue juste faire des études en France et je savais en prenant cet avion, je le savais que c'était définitif. Ma mère me disait même qu'il y avait une voyante qui lui avait dit de l'exil, elle en bouffera toute sa vie, quoi. Et en effet, le prix à payer, c'est l'exil de la langue, je crois. Parce qu'à un moment, j'avais refusé de parler arabe. Parce que si je parle arabe, je vais dire Inch'Allah, je vais féliciter au nom d'Allah, je vais présenter mes condoléances au nom d'Allah. Il y a un moment où, je suis en train d'écrire là-dessus d'ailleurs, où ma langue a été étouffée. Ma langue, celle qui me constitue, quoi. Parce qu'elle comportait en elle tout ce qui fait l'islam. Alors du coup, j'ai complètement perdu votre question, je pense. Détruire l'Occident, quelque chose que tu ne peux pas atteindre, donc tu le détruis, quoi. Ah, l'élaboration. Alors, je veux bien répondre. Alors, en restant toujours sur la grille psychanalytique, la haine est première dans la constitution d'un enfant. C'est-à-dire qu'il va haïr cet objet qu'il croyait être... L'enfant, le bébé, il croit faire partie de sa maman. Et à un moment, il y a quand même individuation, séparation avec la mère. Et donc, il va haïr cet objet qui devient de plus en plus un objet à partir de quelques mois de vie. Et donc la haine est première. Il n'y a pas chez nous de différence, il n'y a pas d'ambivalence. Il n'y a que de l'ambivalence, il n'y a pas amour d'un côté et haine d'un autre. Ce sont les deux parties d'une même réalité, si vous voulez. Et donc le contraire de l'amour, ce n'est absolument pas la haine, c'est l'indifférence. Et la haine de l'Occident à ce point, la haine du kafir, ça ne peut qu'interroger sur une identification par défaut ou un narcissisme plutôt, pour citer Daniel Siboni, un narcissisme tellement abîmé, parce que comment se fait-il que la fine fleur de l'univers qui est l'islam, la vérité vraie de tous les musulmans, comment se fait-il que la modernité, que la techné, que la science n'a pas été l'apanage des musulmans. Et aujourd'hui, on le voit, le progrès, c'est pas chez eux que ça se passe, quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On détruit l'objet qu'on n'aime pas, qu'on aime trop. Oui, justement, là, on retrouve un peu les analyses de Hichem Jaït dans son livre « La personnalité et le devenir arabo-islamique », où il décrit la personnalité donc arabo-musulmane, comme, donc ça date des années 70, comme étant un mélange de mégalomanie et d'autodénigrement. L'autonomie étant justement la capacité intermédiaire d'une autocritique, d'une critique de soi-même qui ne soit pas une destruction. Voilà. Et toute la difficulté, donc il décrit la difficulté pour le sujet arabo-musulman d'atteindre l'autonomie telle que l'Occident l'a inventée laborieusement au fil des siècles. Et un éloignement des religions. Tout à l'heure, vous disiez est-ce qu'on est sorti des religions?
On est d'accord que, par exemple, les totalitarismes, tout le XXe siècle a été un retour du religieux laïque. Le nazisme a été ça, le communisme a été ça. Mais malgré tout, l'Occident a ouvert une porte, il me semble. Mais c'est très difficile à atteindre. Et est-ce que, j'aimerais vous poser la question, justement sous l'angle psychopathologique, est-ce qu'on ne peut pas interpréter les discours indigénistes d'aujourd'hui? Je pense à Houriye Boutelja, l'égérie des indigénistes, des pseudo-décoloniaux. Est-ce qu'il n'y a pas une interprétation psychopathologique à faire de ce discours-là? C'est un discours qui, rigoureusement parlant, est délirant. C'est-à-dire, Houriye Boutelja passe son temps, et tous ses aficionados, son temps à se plaindre du racisme d'État en France, du racisme systémique, etc. etc. Et dans votre livre, vous racontez à plusieurs passages que vous craignez, en arrivant en France, le racisme, mais vous donnez très très peu de témoignages réels du racisme. Vous parlez à un moment donné de camarades de classe durant la guerre du Golfe, qui vous font des remarques, mais au fond, ce racisme-là, vous n'avez presque rien vécu. Et des témoignages que l'on recueille, il y a très très peu de racisme en France. Et on a l'impression que les décoloniaux, les indigénistes et les woke construisent un discours qui est délirant, où ils reportent la faute sur l'autre. Exactement comme le sujet musulman, qui est incapable d'autocritique réelle, pour que l'islam ait la vérité. Et s'il y a une erreur, c'est dû aux ennemis de l'islam, intérieurs ou extérieurs. Tout à l'heure, vous parliez de votre père en terre maghrébine, qui était dissocié. Ça, c'est à peu près une situation assez classique en fait d'interculturalité. Mais là où les indigénistes rajoutent une couche et en font une folie, à mon avis, c'est qu'ils viennent ici, ils viennent en Occident, ils viennent en France, ils viennent en Europe, et se plaindre de la colonisation. Et là, on a une situation qui est folle, qui est complètement folle. Houriye Boutelja vient s'installer chez l'ancien colonisateur en France, se plaindre de la colonisation. Est-ce qu'au fond, je simplifie ma question, est-ce qu'au fond, le discours des indigénistes n'est pas celui de type anthropologique arabo-musulman qui éprouvent de grandes difficultés à se convertir, entre guillemets, à l'univers occidental, et qui en fait rationalisent en renversant la situation, en disant qu'ils sont victimes d'un Occident qui le repousse, alors qu'au fond, l'Occident les accueille, c'est eux qui repoussent la remise en cause qu'implique l'Occident. Très bien. C'est très long, donc je vais y répondre. Je vais essayer de répondre point par point, en commençant quand même par vous dire qu'est-ce que c'est que le totalitarisme. Le totalitarisme, c'est l'abolition du sujet, simplement, du sujet. Or, de facto, l'islam abolit le sujet, puisque le sujet musulman fait partie d'une Oumma. L'individu musulman tout seul n'a pas de sens. Il fait partie d'un corps, il n'est pas individué, quoi. Je veux dire, c'est de la folie absolue et totale. En psychanalyse, on dit que quand on n'est pas individué, quand on n'est pas séparé, c'est la schizophrénie et c'est la psychose. Mais vous parliez de délire tout à l'heure. Le délire, s'il est partagé, n'est plus un délire. C'est ça le problème. Parce que, vous savez, la religion est un délire qui a pris, hein, simplement. Donc, non, elle ne délire pas. Hein. Elle vient faire part, peut-être, d'une haine avec un amour certainement sous-jacent, un amour pas dans le sens où on l'entend habituellement, mais de vouloir prendre la place d'eux. On connaît bien les mécanismes de défense, projection de sa propre haine sur l'autre, projection de sa propre volonté de détruire l'autre en disant « il veut me détruire ». Voilà, c'est ça s'appelle le retournement son contraire, son propre racisme. Parce que oui, je veux dire, moi, j'en témoigne dans mes livres. La culture musulmane dans laquelle j'ai vécu est une culture bourrée de racisme contre la figure du juif, enfin l'antijudaïsme, c'est bourré dans le langage lui-même, contre l'Occident kafir,
contre les femmes, contre les homosexuels, surtout contre les Noirs, etc. Mais ça, on veut bien le cacher, sauf que moi, je dévoile. Hein. Voilà, je suis là pour dévoiler les choses. Et cette histoire de racisme de l'Occident, vous évoquiez tout à l'heure, moi, je n'ai pas vécu de racisme. Peut-être une fois, j'ai entendu bougnoul de quelqu'un qui se haïssait certainement lui-même. Je ne sais pas pourquoi il m'avait traité d'une manière complètement gratuite et ça ne m'avait pas touchée. Sauf à un moment, je raconte pendant la guerre du Golfe, où j'avais eu l'impression, la sensation, il n'y a pas eu de parole, hein, la sensation qu'on me regardait d'une manière assez... et parce que moi, je pense que la guerre du Golfe a fait scission aussi. C'est-à-dire qu'à un moment... nous nous sommes séparés, quoi. L'Occident, l'Orient s'est séparé là. C'était une guerre. Il y a eu une humiliation. Les Arabes sont très fiers. Hein. Il y a eu une humiliation, ce qu'ils ont vécu comme une humiliation totale et absolue par les Américains, par l'Occident, parce que la France était partie prenante à l'époque. Et c'est peut-être le seul moment où moi j'avais senti ça. Moi, je me suis assimilée. Je me suis assimilée. Je viens sur la terre d'accueil, une terre qui m'accueille, une terre qui me donne énormément de choses, en tout cas surtout une formation, surtout un accès aux lumières et à la modernité. Donc je me suis assimilée, je parlais français, je me suis habillée comme en Occident. Sinon, qu'est-ce que je viens faire ici? Sinon, je serais rentrée chez moi et j'aurais accepté. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Ne le fait pas. Non, elle ne le fait pas. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que cette figure aujourd'hui cherche en France. Je ne sais pas du tout. En tout cas, moi, de mon expérience personnelle, je n'ai pas, j'ai pas vécu ça et je n'ai pas d'identité, si vous voulez, victimaire. Voilà. Aujourd'hui, la victimisation est endémique en fait. Tout le monde est victime de tout le monde. On voit bien les femmes, voilà, les trans, les maghrébins, ils sont tous... et là, ça ramène un petit peu au sujet, toujours au sujet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une subjectivité en islam? Est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a du sujet? Est-ce qu'il y a du sujet à proprement parler pour assumer sa propre liberté ou sa propre individualité? Je ne le crois pas. Adonis le disait qu'il n'y a pas de notion par exemple, de citoyenneté. Et c'est pour ça que toutes les révolutions du printemps, j'aime pas bien cette expression, parce que le printemps c'est beau, et ça a tourné comme on sait, les révolutions arabes, elles ne peuvent pas réussir parce qu'il n'y a pas de notion de citoyen, quoi. Et il n'y a pas de laïcité en islam, c'est pas vrai, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de possibilité de démocratie non plus. Il y a toujours eu, voilà, il y a ces velléités de retour au salaf, de retour au 7e siècle, pour vivre exactement comme le prophète avait vécu. Donc voilà, il y a un décalage total et absolu, et je suis assez pessimiste, quoi. Voilà. Oui, parce qu'en fait, il y a une impossibilité. C'est-à-dire que retourner au temps du prophète, du prophète Mahomet, parce qu'il y en a plusieurs, là on parle du prophète Mahomet, du dit prophète, effectivement, c'est impossible. C'est-à-dire que l'islam lui-même est en face d'une impasse, parce que les sociétés modernes, industrialisées, technicisées, très sophistiquées, exigent des individus un minimum rationnel. Donc là, on est vraiment en face d'une schizophrénie très profonde de la part des islamistes. Il n'y a pas ou même du vrai sujet musulman. C'est ce que pointe Ahmadi Redissi dans l'Exception islamique, effectivement, où il parle des sociétés arabo-musulmanes. C'est des semi-modernes qui sont à mi-chemin, et de manière très problématique, entre une origine qui est fantasmée et un Occident qui est extrêmement difficile à atteindre. Moi, j'entends votre pessimisme, mais l'Occident a mis 800 ans à construire l'individu tel qu'il a émergé, par exemple, au 19e siècle, dont on parle, l'individu relativement autonome, avec énormément de mouvements de contestation. Je pense à l'énorme et admirable mouvement ouvrier, qui a été dévoyé par le communisme, etc.
Et ça ne se construit pas en un jour. Un type anthropologique ne se construit pas en un jour. La Tunisie, qu'on a un peu suivi, parce qu'on avait beaucoup suivi le soulèvement tunisien de 2011, c'est normal qu'il n'y ait pas eu de démocratie qui soit instaurée. Ça ne peut pas se faire même en un siècle. On ne peut pas rompre la clôture anthropologique, surtout lorsqu'elle est verrouillée. C'est le mot clôture, c'est intéressant, parce qu'il est déjà clôturé. On ne peut pas rompre cette clôture en quelques décennies, c'est pas si simple, quoi. Il y a eu, la Tunisie particulièrement, vous l'avez dit, a été à l'avant-garde de la sécularisation. La Turquie aussi, avec Atatürk, il y a quand même eu énormément de progrès. Et on assiste depuis 40 ans à une régression extraordinaire. Mais est-ce que c'est pas normal, je me fais un peu l'avocat de l'optimisme pour essayer d'ouvrir un petit peu le débat, est-ce que c'est pas normal qu'il y ait une trajectoire qu'à un cas de société qui avance et qui recule? La Tunisie en ce moment est en train de retomber dans une dictature qui semble être pire que celle de Ben Ali. Est-ce que c'est pas normal? Est-ce qu'il n'y a pas aussi la possibilité que le sujet arabo-musulman finisse par quitter au moins le noyau le plus régressif de l'islam? J'entends ce que vous dites, mais il faut enlever vos lunettes judéo-chrétiennes. On voit le monde musulman avec ces lunettes-là. Or, il y a peut-être des similitudes entre les trois monothéismes, mais l'islam a ses différences aussi. Donc ça veut dire quand on dit « Ah, mais les révolutions prennent du temps, il faut leur laisser le temps, etc. » Oui, non. Moi, je dirais non, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas vraiment de la constitution, si vous voulez, on va repartir toujours sur la vérité de l'islam, c'est-à-dire que c'est une clôture d'emblée. Comment voulez-vous qu'il y ait un avenir ? Comment voulez-vous? Il n'y a que du passé, il n'y a que le passé qui est clôturé, qui est parfait. Il y a justement cette schizophrénie que vous appelez schizophrénie entre quelque chose où c'est la fine fleur des religions, c'est la vérité absolue et vraie, c'est le peuple élu, le peuple choisi, mais en même temps, il est dans une difficulté totale à tous les égards, économiquement, socialement, scientifiquement, techniquement, etc. Et il y a eu avec le printemps arabe. Moi, j'ai cru au printemps arabe. On a tous pleuré devant ça, mais je crois qu'il y a. Enfin, je ne peux pas dire il n'y a pas de possibilité. Bien sûr que non, sinon je ne serais pas là en train de vous parler. Mais ça va prendre un temps fou, quoi. Et c'est-à-dire qu'il faut absolument interpréter un texte qui est un historique. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? C'est ça la problématique essentielle. Et instituer un sujet, instituer surtout un citoyen qui peut penser au-delà du dogme, penser au-delà de la clôture islamique et penser au-delà de ce qu'il est. Hein, et pourquoi pas, c'est possible, c'est tout à fait possible, et j'en suis peut-être un exemple où je suis sortie de ça. Beaucoup d'entre nous sont sortis de l'islam. Il y a de plus en plus d'apostats aujourd'hui, en tout cas en France, qui se déclarent comme tels. Nous restons quand même une espèce de sourire assez rare. Mais pourquoi pas une généralisation de ça? Et c'est pour ça que j'ai toujours dit à longueur d'interview que c'est peut-être par les femmes que ça va se faire. Peut-être que si la femme, cette courroie de transmission, arrête de transmettre ce qui l'opprime, peut-être que si les femmes ici et là, comme on le voit en Iran, comme on les voit même en Arabie Saoudite, etc., se dévoilent, ça veut dire quoi? C'est pas un simple torchon, comme dit Bourguiba. C'est Bourguiba qui l'avait dit, enlève-moi ce torchon quand il a dévoilé la femme. Ça veut dire quoi? C'est arrête d'être un objet. Arrête de te cacher, arrête de cacher ton corps. Ton corps, c'est le tien. Tu n'intimes pas l'autre à te violer en montrant tes atouts, en montrant tes cheveux. Et donc, si ce dévoilement se fait, le dévoilement corporel, si on commence là, alors peut-être que tout est possible. Moi, je pense que j'ai toujours pensé avec Elisabeth Badinter que les femmes, c'est ce qui va amener peut-être une certaine modernité. Vous venez d'entendre Sonia Zadig, l'individu en islam et en Occident. Rendez-vous dans 15 jours pour la diffusion de l'interview de François Rastier intitulée Heidegger et ses militants. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet hérétique.fr.
Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.